Nouvelle édition du Café Politique. Bonjour Yael Braun-Pivet et bienvenue au Up to You, toujours à Montigny-le-Bretonneux face au Vélodrome. Vous êtes présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous êtes députée des Yvelines sous l'étiquette La République En Marche. Vous avez été élue l'année dernière, ça fait un an maintenant. 18 juin 2017, dans la cinquième circonscription. Votre adversaire lors du scrutin, c'était Jacques Millard, républicain, en poste depuis 24 ans. On sait qu'il n'a pas forcément bien accepté la défaite. Est-ce que vous avez échangé avec lui depuis ? Alors non, pas du tout. Je le vois lors des cérémonies officielles. Et où il me réserve toujours un accueil très républicain, mais nos relations se sont arrêtées là. Après un an donc, de poste à cette fonction de députée, est-ce que vous êtes satisfaite du travail mené ? On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais dans les grandes lignes déjà aujourd'hui, cette première année de mandat. Alors dans les grandes lignes, c'est un mandat qui est passionnant, un moment clé, je pense, dans l'histoire de notre pays. On sent qu'il y a une vraie dynamique de changement qui s'est installée, et donc je suis heureuse et très fière de pouvoir y participer. Et puis j'adore être sur le terrain, j'adore être au contact des citoyens, donc le fait de pouvoir rencontrer les gens, aller dans la circonscription, au contact, est quelque chose qui me satisfait pleinement. Donc sur ces deux aspects, c'est une mission qui me convient parfaitement. À 47 ans, vous avez eu une autre vie auparavant, professionnelle. Vous avez étudié le droit avant d'être avocate au barreau de Paris. Pourquoi vous vous êtes tournée ensuite vers la politique ? Parce que c'est une longue histoire qui est faite d'engagement, comme un petit peu, je pense, tout le monde. Puis les engagements sont divers, donc des engagements d'abord au service de causes, lorsque l'on est avocat, où on défend des clients. Après, je me suis engagée auprès de mes enfants, je me suis arrêtée quelques années pour les élever. Donc là, j'ai eu des engagements très scolaires, parents d'élèves, membres des conseils d'administration, etc. Puis un engagement très fort au niveau associatif, donc au niveau des plus démunis. Et puis un engagement politique, un engagement pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est plutôt ça la ligne conductrice, c'est l'engagement pour les autres. Et les autres ont un petit peu varié tout au long de ma vie. Et pourquoi La République En Marche ? Alors la République En Marche, parce que la République En Marche représentait ce que j'espérais en politique, c'est-à-dire une vision pragmatique des questions, des problèmes, quelque chose qui réunit les gens, quelle que soit justement leur origine politique, leurs opinions, avec le souhait de poser les choses, de réfléchir, d'échanger, de débattre et d'essayer de construire des solutions pour l'avenir. Donc c'était cette vision-là qui m'a semblé être particulièrement intéressante et surtout particulièrement efficace à ce moment clé de l'histoire de notre pays. Et quel regard vous aviez sur la politique auparavant ? Ça ne répondait pas à vos attentes ? Les autres formations politiques ne répondaient pas à vos attentes ? Alors oui, c'est cela. Moi, j'étais toujours intéressée par la politique, donc j'ai toujours suivi cela de près. Mais les positions en fait très dogmatiques de certains partis sur certaines questions me laissaient un petit peu pantoise. Moi, je trouvais qu'il ne fallait pas réfléchir de la sorte et qu'il fallait vraiment à chaque fois reposer les choses et essayer de voir quels étaient les objectifs qu'on souhaitait atteindre, quelles étaient les problématiques, et que ces objectifs et problématiques et les solutions qui en découlaient ne dépendaient pas d'une étiquette politique, mais vraiment d'une réflexion, d'un échange de débat. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite reconnue dans La République En Marche. Alors parlons de cette fonction de présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes que la deuxième femme à accéder à cette fonction. Comment vous l'expliquez ? Déjà le monde politique est difficile toujours pour les femmes ? Alors le monde politique est toujours très difficile pour les femmes, même si la situation s'est grandement améliorée. Mais quand on regarde les postes clés de l'État, ils ont quand même été toujours occupés par des hommes. Il n'y a jamais eu de présidente femme de l'Assemblée nationale, pas de présidente femme du Sénat. Une femme Premier ministre peu de temps et pas de présidente femme de la République. Donc je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Mais nous, à la République En Marche, on est près de 48% de députés à l'Assemblée nationale. Donc on a fait un grand pas dans la parité. Et comme vous l'avez rappelé, on a fait la parité également dans les présidences de commission. Donc je suis la deuxième femme. Et ce qui est plutôt rigolo de noter, c'est que la précédente qui s'appelait Mme Tasca était également des Yvelines. Donc voilà, les Yvelines marquent la commission des lois, en tout cas dans son caractère féminin. Parler de ce monde politique difficile pour les femmes, on vous a fait justement des procès en incompétence, on vous a prêté aussi d'avoir dit vouloir vous occuper de vos enfants le mercredi. Vous les avez vécues comment, ces remarques ?
J'ai trouvé que c'était très injuste parce qu'elles ont été faites dès mon arrivée, donc avant même que je puisse montrer à tout le monde ma capacité à exercer cette fonction, et elles dénotaient d'un a priori très misogyne sur le fait que puisque c'était une femme qui arrivait à cette fonction, par nature, elle s'occuperait de ses enfants, elle réaliserait mal sa mission, ou encore plus récemment, un député a trouvé que mes remontrances étaient maternelles. Donc il y a toujours ce renvoi à cette figure maternelle, et c'est peut-être ça qui fait que les femmes ont du mal à accéder à certains postes en politique. Il y a toujours cette vision-là qui malheureusement perdure. Ouverture d'esprit, fibre sociale aussi, est-ce que c'est quelque chose qui vous définit bien? Je vais quand même préciser que vous avez été bénévole au Restos du Cœur, voilà, à Chanteloup-les-Vignes. Ça consistait en quoi ce bénévolat? Alors j'ai rejoint les Restos du Cœur pour m'occuper de l'accès à la justice, puisque c'était mon ancienne profession d'avocate, et donc l'idée c'était de faire bénéficier les personnes donc les plus démunies qui fréquentent les Restos du Cœur de conseils juridiques. Et elles en ont beaucoup besoin, puisqu'elles sont parfois en difficulté d'expulsion, en difficulté de paiement de pension alimentaire, etc. Après, donc j'ai démarré cette activité et j'avais envie d'être proche des gens, j'avais envie d'être sur le terrain, et donc le responsable départemental des Restos du Cœur m'a proposé donc de gérer un centre, et j'ai été gérer un centre à Chanteloup-les-Vignes, donc au milieu de la cité. Et après, j'ai développé donc l'activité accès à la justice, et je suis devenue responsable nationale de l'accès à la justice pour les Restos du Cœur, et en même temps de l'accès aux droits sociaux pour essayer de traquer le non-recours. Et en même temps, j'ai ouvert le centre donc, de Sartrouville, qui est tout de suite devenu le plus gros centre des Restos du Cœur des Yvelines, et où j'ai pu côtoyer tous les jours des personnes en extrême difficulté, mais en même temps avoir cette chaleur humaine, ce contact qui pour moi est indispensable. C'est pas le contact avec la réalité, mais c'est vraiment le contact humain, et on se rend compte en plus dans une association telle que les Restos que l'accueil, la chaleur, la discussion, la proximité est fondamentale pour des gens qui sont en grande précarité. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la politique menée par le gouvernement répond aux attentes de ces personnes en difficulté? Alors oui, je l'ai profondément, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que lorsque on s'adresse à ces populations, il faut les aider et leur proposer un avenir, leur proposer des projets, des issues. Et donc ces projets, ces issues, on peut les trouver à travers la formation professionnelle, à travers un retour à l'emploi, parce que ça c'est du long terme, et puis on peut le trouver en donnant un avenir aux enfants, et donner un avenir aux enfants, c'est mettre l'accent sur l'éducation. Et quand je vois les résultats apparemment extraordinaire qu'on commence à avoir sur les dédoublements de classes dans les petites classes pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. On se rend compte que là, on travaille sur le long terme, on travaille sur le fond, et on travaille sur leur avenir. Donc je trouve que oui, on a une politique extrêmement sociale, mais sociale au fond des choses. Et en plus, on a une politique sociale très concrète face à des personnes qui, elles, sont dans des situations où elles ne peuvent pas bénéficier de ces retours à l'emploi, type l'allocation adulte handicapé, qu'on a augmenté, le minimum vieillesse qui concerne des personnes âgées extrêmement fragiles et pour lequel également on fait un effort conséquent. Donc oui, on s'adresse à toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Il faut sans doute le faire plus, le faire encore mieux, davantage, mais je trouve que là, on est vraiment justement sur des très bonnes pistes parce qu'elles sont vraiment extrêmement profondes. Le dossier qui vous occupe le plus en ce moment, c'est peut-être la réforme constitutionnelle? Oui, tout à fait. Qui ne fait pas l'unanimité. C'est de toute façon la marque de tous les textes en fait, qui sont soumis au Parlement. Ils sont toujours modifiés, amendés, et la navette entre nos deux chambres fait que les textes évoluent, progressent pour atteindre un moment où ils sont consensuels. Donc bien évidemment, au début de la phase parlementaire, le texte ne fait pas l'unanimité, mais justement tout notre travail va pouvoir commencer dès la semaine prochaine. Le président du Sénat, lui, n'approuve pas totalement ce qui a été proposé. Alors, mais c'est bien normal. Maintenant, nous allons échanger avec lui. Je sais qu'il a beaucoup échangé avec le président de la République et avec le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, la phase parlementaire va vraiment commencer avec le travail des rapporteurs dans les deux chambres. Et je ne doute pas un seul instant que nos travaux conjoints pourront mener à une solution qui satisfera les deux chambres parce qu'elle sera dans l'intérêt du Parlement. Puisqu'on parle un petit peu de l'actualité et qu'il nous reste quelques instants, je voudrais parler de vos propositions sur la réforme carcérale. Quelles sont dans les grandes lignes les possibilités d'agir rapidement pour changer le système
situation carcérale? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les prisons sont saturées déjà. Alors, nos prisons sont saturées. Les derniers chiffres ne sont pas bons, avec un peu plus de 70 000 détenus et une surpopulation à 118%. Donc, il y a plusieurs leviers parce que bien évidemment, il n'y en a pas qu'un seul. S'il n'y en avait qu'un seul, il aurait été utilisé depuis longtemps. Donc il va falloir agir sur les deux niveaux, sur les deux plateaux de la balance en fait. Avoir une construction d'établissements pénitentiaires, et moi je propose à cet égard la réhabilitation de bâtiments existants ou des constructions de structures beaucoup plus allégées en termes de sécurité pour accueillir des détenus non dangereux sur des petites peines ou des fins de peine, et ça, ces bâtiments peuvent aller très rapidement dans leur construction. Et parallèlement, il faut qu'on développe absolument tout ce qui est peine alternative pour baisser le nombre d'entrants dans les prisons. Donc en agissant sur ces deux leviers, on va pouvoir faire baisser durablement la tension sur nos établissements pénitentiaires, ce qui est essentiel parce que des établissements pénitentiaires qui ratent l'étape de la réinsertion, c'est un échec collectif parce que c'est plus de récidives et donc c'est des victimes de demain. Donc il faut vraiment que la société entière se préoccupe de cette question et c'est vraiment peut-être le combat que je vais mener pendant toute ma présidence de commission des lois et au-delà bien sûr. Avec un embrigadement, en tout cas des idées radicales qui se développent quelquefois chez certains détenus lors de leur passage en prison aussi. Alors tout à fait, vous avez raison, il y a un vrai problème en ce qui concerne les radicalisés en prison avec le phénomène de contagion sur le reste de la détention que cela peut produire. Donc il y a actuellement beaucoup de choses qui sont mises en place dans nos prisons pour lutter contre ce phénomène-là, en ayant des quartiers beaucoup plus étanches qui fassent que ces détenus-là ne puissent pas faire de prosélytisme en détention. Une dernière question pour terminer, et j'en reviens à votre parcours personnel cette fois-ci. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez suivi votre mari dans un cadre professionnel. Vous avez aussi vos enfants, 5 que vous avez élevés. Fait, oui. Votre famille aujourd'hui vit bien le fait que vous soyez engagé autant en politique ? Ils sont extrêmement fiers de moi et extrêmement soutenants parce que voilà, ils savent que je leur ai consacré du temps et donc maintenant voilà, ils m'encouragent, ils me soutiennent et c'est formidable pour moi mais indispensable. Autrement, je crois que je ne pourrais pas le faire. Merci beaucoup Yael Braun-Pivet d'avoir participé à ce Café Politique. Merci à vous.